Bon 18 juin, bienvenue à Cube 99.5 Montréal. Si vous êtes sur Cube Télé, on vous salue où que vous soyez à travers le Québec. C'est la fin de l'année scolaire pour plusieurs. Enfin, les vacances, ça commence à sentir, c'est agréable. Les examens sont presque terminés. Pour les profs aussi, ça veut dire bientôt la fin des corrections. Ça, c'est la période de l'année où enfin on peut souffler après une année scolaire qui a été particulièrement haute en couleurs. Par contre, il y a une tuile qui est tombée sur la tête de plusieurs quand on a entendu parler de ces fameuses coupures en éducation et on se demande si elles vous préoccupent. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous êtes inquiet? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Au fait, on apprend qu'il y a un manque à gagner d'1 milliard de dollars en éducation. Donc, ça touche autant les écoles publiques que privées. Au privé, on apprend que c'est à peu près une coupe de 320 dollars par élève. Donc, 320 dollars de moins par tête. On sait que c'est compliqué, ça coûte cher d'être enseigné, d'être éduqué au privé, mais au public aussi, on parle de coupure. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qui écope? Les services de garde, on écope sur les services qu'on offre aux élèves à besoins particuliers aussi. Et ça vient tout juste d'arriver à quelques jours de la fin de l'année scolaire. Pour en parler, Audrey est avec nous ce matin au 187 Cube Radio. Audrey, elle est maman de 3 jeunes filles. Audrey, il faut savoir que vous avez une fille qui a vécu une année scolaire assez difficile, merci. Oui, en effet. Ça a été une première expérience qui a été, on va dire, mouvementée. Ça va décrire pas mal le sort. C'est sûr que les nouvelles coupures qui viennent d'arriver sont... Ben nous, on a reçu ça comme un coup de massue. Là, ça a déjà été extrêmement difficile pour Ophélie cette année. Et là, on a notre deuxième, Sarah, qui rentre l'année prochaine en maternelle, qui a des plus grands besoins qu'Ophélie. Puis on se dit, oh là là, comment on va réussir à survivre à la prochaine année scolaire, étant donné tous ces coupures qui arrivent? Parlez-nous de la petite Ophélie, justement. Elle a besoin de support particulier? Ophélie, moins. Ophélie, elle a besoin surtout de stabilité. Elle a une hypersensibilité. Donc, tout ce qui est lumière, tout ce qui est bruit, tout ce qui est grand groupe, c'est difficile pour elle. Ophélie, dans le fond, elle est autiste de niveau 1. Donc, elle va bien dans la moindre des mesures. Nous autres, ce qu'on a trouvé particulièrement difficile cette année, c'était que l'école était extrêmement fermée à lui donner ces mesures-là. Notre inquiétude est plus en rapport à Sarah pour l'année prochaine, qui, elle, est autiste de niveau 3. Okay. Donc, elle est hyposensible. Ce qui veut dire, c'est qu'elle ne ressent aucun des besoins de base. La soif, la faim, le froid, le chaud. Donc, elle a besoin d'une surveillance constante pour vraiment subvenir juste à ses besoins de base. Mais comme académiquement, elle va super bien, ils l'ont mis en classe régulière. Oh. Mais là, avec les coupures, on ne sait pas quel genre de service qu'elle va avoir. Ils ne savent plus non plus s'ils vont avoir les budgets pour s'occuper d'elle correctement l'année prochaine. Donc là, on vient de tomber vraiment dans une autre phase d'inquiétude à dire, il va-t-il avoir quelqu'un pour rappeler à ma fille de boire pendant la journée? Il va-t-il avoir quelqu'un pour lui rappeler, il fait 35 degrés, il faudrait enlever ton coton ouaté avant que tu tombes dans les pommes. Fait qu'on vient vraiment de rentrer, nous autres, dans un tunnel de noirceur, puis on ne sait pas trop ce qui va arriver en septembre, au point qu'on commence à regarder, voir si on ne devrait pas que je retourne au travail pour être capable de payer quelqu'un à temps plein à l'école avec notre fille, là. Parce que, dans le fond, votre fille ne se classe pas dans une classe spécialisée, là. Elle ne correspond pas aux critères, c'est ça? C'est ça. Elle ne correspond pas aux critères parce qu'au niveau académique, elle n'a pas de difficulté. Mais sa santé pourrait être compromise dans une classe régulière. Sans accompagnement, là, dans le fond, là, oui, sa santé et sécurité est compromise là, dans une classe régulière. Présentement, à la garderie, Sarah elle a une accompagnatrice là, avec elle à la garderie pour justement... Et puis là, ils sont juste 10, là, puis ils sont déjà 2 adultes. Donc, l'année prochaine, dans une classe de 17-19 enfants, l'enseignante, elle est sûrement merveilleuse, on ne l'a pas encore rencontrée, mais elle a 19 enfants à surveiller. 19 enfants à enseigner. Son mandat à l'enseignante, c'est d'enseigner, pas de gérer ça. Donc, c'est pour ça qu'on était content quand on a su que Sarah devrait avoir une personne supplémentaire avec elle pour la soutenir au travers de la journée, surtout pour le début d'année. Mais là, l'école nous a envoyé une information disant qu'ils allaient revoir leur budget et leur personnel et voir comment ils allaient réussir à arriver là, à donner un service à Sarah. Il nous a même déjà été commencé à être mention de peut-être de faire juste des demi-journées pour justement là, parce qu'ils n'auront pas le personnel pour soutenir Sarah l'année prochaine. Donc, Sarah pourrait être présente à l'école la moitié du temps parce qu'il manque de ressources. Oui. Comment vous le prenez, ça? C'est difficile. C'est difficile parce que je me dis que Sarah n'a pas choisi d'être comme ça.
Elle vit comme ça tous les jours. C'est une petite fille tellement pétillante, puis souriante, puis merveilleuse, puis elle adore ça, apprendre, là, sincèrement, là, et tout. Puis là, parce qu'on coupe, parce qu'on a décidé que l'éducation n'était plus aussi importante, Sarah n'aura pas accès à l'école comme tout le monde. Puis déjà, en plus que nous, on avait fait le choix à cause de l'année scolaire d'Ophélie qui avait vraiment pas bien été avec l'école publique française. Les intervenants des filles au CLSC et tout nous avaient indiqué à l'école anglaise, ça irait tellement mieux, ils ont plus de support, c'est mieux organisé. La plupart des enseignantes, j'en ai quelques-unes dans mes amis, nous avaient dit oui, tu vas voir, à l'école anglaise, ça va être la royauté. Fait que, déjà, on faisait le choix de les envoyer en anglais. En fait, c'est même plus un choix, c'était une obligation parce qu'à l'école française, on n'y arrivait pas. Puis là, même avec l'école anglaise, on n'est pas sûr que les filles, finalement, vont avoir les services qu'ils ont besoin. Donc là, vous étiez à l'école anglaise pour l'année qui vient de se terminer? Non, à l'école française. Pour l'année qui vient de se terminer. On transfère pour le septembre prochain parce que à l'école d'Ophélie actuellement, Ophélie, elle a eu le droit à aucun service cette année, malgré qu'elle a le code du gouvernement, le code 50 autistique. Donc, tout l'argent que l'école a reçu pour Ophélie cette année ne lui a jamais été alloué. Oh non? Non. Elle n'a jamais eu le droit de service. Tous les objets sensoriels dont elle avait besoin, c'est son enseignante qui est une vraie perle, qui lui a acheté de sa poche. C'est elle qui a tout mis en place, qui nous a rencontrés régulièrement, qui a fait des beaux suivis avec nous autres. On a vraiment tombé sur une enseignante merveilleuse, mais avec la direction, ça n'a pas du tout passé. Ophélie, elle n'a jamais eu le droit à aucun des services qu'elle aurait pu avoir à cause de sa cote. Mais où est allé cet argent-là? Parce que si elle a la cote, donc ça veut dire qu'elle est rentrée dans la fameuse grille d'évaluation. On lui a accordé cette cote-là. Donc, les besoins, le support nécessaire dont elle a besoin, cet argent-là est allé où? Aucune idée. J'ai jamais été capable d'avoir des réponses claires de l'école. Chaque fois que j'ai demandé des documents, la plupart du temps, ça revient caillardé. Donc, on n'est pas capable de lire. On a même fait les démarches avec l'OPHQ, l'Office de protection des personnes handicapées, vu qu'Ophélie est autiste, elle rentre dans leur programme. Puis même eux, écoute, ils nous ont dit, écoute, étant donné qu'elle change d'école, ça vaut pas la peine que tu te battes, parce que l'école va toujours avoir raison. L'école leur mandat, tant qu'elle n'a pas de plan d'intégration, puis ils sont pas obligés de le faire même si elle a une cote. Eux autres, toute la seule communication qu'ils ont à te donner, c'est le bulletin. Fait qu'au Québec, encore aujourd'hui, l'école n'a qu'une seule obligation de communication avec les parents, c'est le bulletin. Tout le reste de la communication qu'ils te donnent, c'est facultatif au bon vouloir de l'école. Puis on vous sent émotive à travers ça. Là. On sent que c'est votre vie à vous aussi qui est impactée parce que vous dites, là, je dois peut-être retourner au travail. Ce que je comprends, c'est que vous êtes mère à la maison pour vous occuper de vos enfants. Oui, c'était. Je suis encore mère à la maison parce que justement, on essayait que les filles ne fassent pas de service de garde, fassent les plus petites journées possibles. Ophélie, elle est revenue tous les jours en crise cette année. C'est vrai? Parce que trop d'amis, trop de lumière, trop de bruit. Fait qu'elle absorbait tellement pendant son année scolaire qu'elle revenait en décharge émotionnelle à la maison. Fait que c'est des crises tous les jours à la maison. Fait que oui, j'étais là pour l'accueillir, pour l'aider, l'épauler, puis la suivre avec ça. Au point même qu'en avril, quand on a vu qu'avec l'OPHQ, écoute, ça serait des mois et des mois de bataille, puis les chances qu'on gagne étaient tellement faibles que j'ai carrément abandonné. Fait que maintenant, j'essaie même plus que ma fille elle aille à temps plein. On est en mode survie pour le reste de l'année scolaire. On est comme, ça va pas ce matin, parfait, tu vas rester à la maison. Tu veux pas aller toute la journée, parfait, on va rester à la maison. Puis on la suit comme ça parce que, justement, on voulait plus qu'elle vive ça, cette décharge émotionnelle-là à tous les jours, étant donné que l'école ne voulait pas faire son bout de chemin avec nous parce que leur politique, c'est ce qui se passe à la maison, ce n'est pas de notre ressort. Puis on avait beau essayer de leur expliquer, de leur dire, on comprend que la crise n'est pas de votre ressort, mais la crise survient à cause qu'il n'y a rien qui est mis en place dans la journée. Mais vous, comment vous allez? Parce que je vous entends, c'est beaucoup de pression quand même, c'est beaucoup de charge sur vos épaules. Oh oui. Je te dirais que c'est une montagneuse. Des journées que ça va mieux, des journées que c'est plus difficile. Il y a des journées qu'on s'endort en pleurant. Il y a des journées on se dit, est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on devrait les sortir de l'école carrément? Puis de l'autre côté, on se dit, au niveau social, ils ont besoin d'y aller s'ils veulent un jour avoir les bons outils pour être en communauté. C'est énormément de décisions, très peu de réponses et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fermeté des établissements. C'est extrêmement difficile de naviguer à travers ça. Puis les écoles ont tellement le grand bout
que même au niveau juridique, au niveau social, au niveau des intervenants du extérieur, il n'y a rien à faire. L'école a 100% le pouvoir, donc là, je me dis, écoutez, il y avait du budget cette année qu'on n'a même pas eu le droit d'accès. On change les filles de place en espérant une sortie différente à l'année prochaine, que j'espère pouvoir t'appeler et te dire, écoute, ils ont eu une belle année, ils ont été super bien soutenus. Mais là, quand on a su pour les budgets qui étaient coupés, j'ai fait comme, OK, on change, mais finalement, on va revenir exactement dans la même bateau qu'on était cette année. Pas par manque de volonté, parce que leur nouvelle école, elle est tellement merveilleuse. Ils nous ont tellement bien accompagnés jusqu'à présent. Tu vois, Ophélie et Sarah ont déjà leur plan d'intervention pour l'année prochaine. Oh! Ophélie, présentement, à son école, je n'ai toujours pas de plan d'intervention. Je n'ai toujours pas été capable de faire un plan d'intervention à l'école. Fait qu'on voit déjà une très grosse différence entre les deux écoles, mais avec les budgets qui sont coupés, on se dit comment ils vont réussir à faire. Ils sont déjà des gens merveilleux qui font des miracles avec ce qu'ils ont. Mais là, je trouve qu'on leur en enlève tellement qu'à un moment donné, même eux, ils peuvent plus faire des miracles avec rien. Là. Il faut qu'il y ait une base à quelque part pour pouvoir faire ce miracle-là. Là. Est-ce que vous passez d'une école publique à une école publique? Est-ce que c'est, quand vous dites je vais à l'école anglaise, je vais aller à l'école anglophone l'année prochaine, c'est public pour public? Oui, c'est public pour public. C'est vraiment, on passe de la commission scolaire Marie-Victorin à la commission scolaire Riverside. Puis déjà, on voit une énorme différence dans la manière que la commission scolaire elle est montée, puis dans la manière que l'école fonctionne. C'est le jour et la nuit. Quand on a fait l'inscription de Sarah, dès qu'ils ont vu que Sarah avait un diagnostic autistique, on a été pris en charge de A à Z. À la commission scolaire, ils ont fait les suivis, les évaluations à la garderie, ils ont fait plusieurs appels à tous ces intervenants pour s'assurer de bien comprendre le profil de Sarah. À l'école, on a reçu déjà plusieurs appels pour hey, ce paragraphe-là dans son intervention, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il veut dire, comment que ça s'est appliqué. Il faut vraiment bien saisir les filles. Tandis qu'à l'école publique française, ça a été la psychologue qu'on n'avait jamais rencontrée qui a été évaluée au Philly. Ça a pris 30 minutes. Ils ont décidé qu'ils la mettaient dans une classe régulière, sans plan d'intervention, puis c'était terminé. 30 minutes? On n'avait plus aucun recours. 30 minutes. 30 minutes, c'est rapide, pas à peu près pour faire un point de vue. Audrey, vous êtes touchante. Merci de votre générosité ce matin. Je suis certaine qu'il y a d'autres parents qui s'identifient à votre discours. 187 Cube Radio, si l'histoire d'Audrey vous touche, si vous aussi les coupures qu'on a appris dans les derniers jours en éducation vous préoccupent, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Je vous garde avec nous, Audrey. Je veux saluer cette personne au 187 Cube Radio qui dit présentement, il y a à peu près 33% des élèves en classe régulière qui ont des défis particuliers, qui sont intégrés dans des classes régulières parce qu'il n'y a pas de moyens. On retrouve bon nombre d'élèves qui ne parlent ni français ni anglais dans les classes, à défaut de classes d'accueil parce qu'il manque de monde, il manque de professionnels. Comment on peut penser couper 1 milliard en éducation alors qu'on est déjà en manque de ressources criants? Puis ça a été un cri du cœur également dans le Journal de Montréal ce matin de la part de David Bolt, qui est président de la Fédération des établissements d'enseignement privés. Il est aussi directeur général du collège Charles-Lemoine. Et dans la lettre que vous avez écrite ce matin, Monsieur Bowles, ben vous parlez entre autres de la façon dont vous avez appris les coupures. Vous avez appris ça par le biais d'une lettre la semaine passée. Oui, bien, c'est ça. Écoutez, je peux vous dire, comme directeur d'école, comme parent, comme citoyen, je suis outré là, de la décision, de l'ampleur. Je comprends. Je pense que je dirige un collège privé subventionné, mais je pense que je parle au nom de tout le réseau de l'éducation, qu'on comprend qu'il y a un effort à faire, mais le délai et l'ampleur de l'effort semblent totalement déraisonnables. Ça va affecter l'ensemble du réseau scolaire. Puis effectivement, j'ai la chance, puisque je suis président de la fédération, là, je représente les écoles privées subventionnées, d'avoir eu une rencontre avec le ministère la veille où on nous parlait des crédits budgétaires. On était à la mi-juin. On nous a pas donné de chiffres, mais on nous a dit qu'on allait recevoir bientôt une lettre par établissement avec un effort budgétaire à faire. On pouvait donc s'imaginer qu'il n'y aurait peut-être pas d'augmentation de subvention, qu'il y aurait peut-être une légère augmentation. Finalement, c'est une coupure nette importante de 475 $ par élève. Il faut comprendre que les écoles privées subventionnées, c'est pas tout le monde qui le sait, mais c'est des organismes à but non lucratif, donc on fait pas de profit. Quand on fait des surplus, on les réinvestit
pour les services aux élèves. Chez nous, au Collège Charlemagne, c'est 40% de mes élèves qui ont des plans d'intervention. On est une école qui offre des programmes particuliers pour les élèves qui ont des grandes difficultés. Ça coûte très cher. On veut faire notre part, mais ça coûte très cher. Donc, on le fait pour les élèves. Et puis là, c'est une coupure chez nous d'1,4 million de dollars pour l'année prochaine. Pour le Collège Charlemagne. Pour le Collège Charlemagne, mais d'apprendre ça pour l'ensemble du réseau scolaire à la mi-juin, il faut comprendre que notre année financière se termine le 30 juin. Nos budgets sont complétés. Les augmentations salariales qui ont été accordées par ce même gouvernement sont en cours pour l'année prochaine. Un gouvernement qui, depuis qu'il a été élu, a dit que l'éducation était sa première priorité. Le premier ministre le dit souvent. Puis là, c'est des coupures majeures à la veille de la fin de l'année scolaire, après la fin de la session parlementaire, quand les partis d'opposition sont partis. Je trouve ça très, très particulier au niveau de timing. Oui, parce qu'il faut dire aussi que chaque établissement devra donc choisir de la façon dont il fait ses coupures. C'est un peu ça aussi. C'est vous, avec les milliards que vous devez couper, les millions. Bon, ben c'est à vous autres, débrouillez-vous. C'est un peu ça que j'entends aussi. Ben effectivement. Puis dépendant de la santé financière, il faut comprendre qu'il y a des écoles privées subventionnées qui étaient déjà fragilisées, excusez-moi, dans le système. Et ils ont fait les médias cette année. Il y en a qui risquent soit d'être obligés d'augmenter considérablement les frais, ce qui va les rendre moins accessibles, ce qui va faire en sorte qu'il y a plus d'élèves qui vont quitter le privé pour le public, où ça coûte le double à l'État, où il n'y a pas de place dans les écoles, où il y a un manque de main-d'œuvre. Puis s'il y a des écoles qui ferment, ben c'est encore plus criant. Donc, moi, ce que j'ai écrit là, dans la lettre ce matin, c'était pas juste au nom des écoles privées. Là, en ce moment, on a un réseau scolaire qui a un déficit d'infrastructures. Il manque d'écoles rénovées, il manque d'enseignants dans les classes. On a un taux de décrochage parmi les plus élevés de l'OCDE. C'est le moment d'investir en éducation pour assurer notre avenir collectif au niveau de social, mais aussi au niveau économique. On parle de la productivité du Québec qui doit s'améliorer. Comment est-ce qu'on peut améliorer la productivité du Québec si on coupe en éducation? Ça me paraît tout à fait contradictoire et contre-productif. Il y a quelqu'un au 187 Cube Radio, je veux vous partager son opinion, là, la façon dont lui, il voit l'information. Lui, il parle de la dernière convention collective des professeurs. Il parle du salaire des professeurs qui a augmenté puis qui va continuer d'augmenter. Donc, lui, son point de vue, c'est que le salaire des profs monte, mais on n'a plus d'argent puis on doit couper. Donc, pour lui, l'addition qu'il fait, c'est est-ce que le salaire, la masse salariale fait en sorte qu'aujourd'hui, on paye pour? Écoutez, il y a eu des augmentations assez importantes au niveau salarial pour les enseignantes et enseignants, les professionnels et les employés de soutien du système scolaire. Je pense qu'il était mérité, je le comprends tout à fait, mais il faut faire des projections budgétaires en conséquence. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement, puis je comprends tout à fait qu'on doit augmenter les salaires, mais il faut s'assurer de ne pas aller couper dans les services aux élèves par la suite. Quand déjà on manque d'infrastructures, on manque de services dans les écoles, on manque d'enseignantes et enseignants qualifiés, c'est important. Tu sais, l'éducation, c'est pas vraiment une dépense, c'est un investissement pour notre avenir au niveau du bien-être des familles, mais aussi au niveau de notre avenir économique. Puis là, c'est une coupure majeure, 1 milliard de dollars à la fin juin. Le moment de l'année. Il y a ça aussi, là, l'année scolaire a été difficile. On est à la toute fin de l'année. Là, il y en a qui vont finir le 23 juin. Ça, c'est un autre dossier, le calendrier scolaire. Mais il y en a aussi qui mentionnent. Puis comme Audrey qui est avec nous ce matin, maman de 3 jeunes filles, elle dit, nous, on était supposés d'avoir de l'argent pour aider notre fille à besoins particuliers. Il y a quelqu'un sur le texto 187 Cube Radio qui demande pourquoi les établissements, les commissions scolaires ne déposent pas les informations d'où va l'argent, combien ça coûte tel service, comment est dépensé l'argent. Vous en pensez quoi de ça? Ben, écoutez, je pense que ça pourrait être intéressant, mais là, ce que j'entends avec les coupures, moi, je peux pas parler au nom des écoles publiques, mais je parle à mes collègues qui me disent que s'ils appliquent les coupures qui leur ont été imposées à la mi-juin, ils doivent couper énormément de postes et au centre de services scolaires. On leur dit dans les lettres qu'on reçoit de pas couper dans les services aux élèves, mais c'est absolument impossible avec les montants des coupures. Donc, je veux bien plus de transparence. Je pense que ça peut être une très, très bonne idée. Mais en ce moment, je pense que tout le monde se démène, que ce soit au niveau des centres de services scolaires, des écoles, des établissements d'enseignement privés subventionnés, pour essayer de trouver des solutions pour ne pas couper dans les services aux élèves. Mais quand on vient amputer un budget, c'est une coupure nette sur le 24-25 qui est importante dans une année où les salaires augmentent, on est encore en train de vivre l'inflation. Les contrats de transport scolaire ont augmenté de façon considérable. Donc, où est-ce qu'il reste pour couper en ce moment? Il n'y a aucun bras pour couper. Ça va être dans le service aux élèves. Et dans notre cas, dans certains cas, ça va être des augmentations de frais de scolarité au mois de juin, alors que déjà les parents sont serrés. Isabelle Lemieux est avec nous. Elle est enseignante et orthopédagogue depuis plus de 20 ans. C'est elle également qui a mis sur pied l'entreprise Classe Avatar qui nous permet finalement de mieux gérer finalement le lien entre les parents et l'école. Isabelle Lemieux, vous recevez comment cette annonce-là de coupure dans le milieu de l'éducation?
Ben, bonjour Isabelle. Bonjour, merci d'être là. C'est sûr. Oui, merci à toi de m'inviter. Ben, en fait, c'est sûr que c'est tombé un peu comme une bombe pour tout le monde. Si on nageait dans le caviar, je dirais bon ben c'est faisable, mais en ce moment c'est pas le cas. On gratte les fonds de tiroir, donc c'est difficile d'imaginer comment on va pouvoir couper. Je suis sensible aussi au témoignage de la maman Audrey là, qui parlait de la situation de ses filles. Je suis moi-même enseignante à la maternelle, au préscolaire. Puis je peux très bien imaginer comment elle se sent par rapport à ça. Là. Mais comme professeur, est-ce que vous êtes justement confronté à ces réalités-là où il y a de plus en plus de jeunes qui ont des besoins particuliers puis qui peuvent pas aller dans des classes parce qu'il manque de monde? Ben ça, c'est vraiment évident. En fait, il y a une grosse pression en ce moment sur les écoles francophones. Il y a eu un taux d'immigration effarant. Puis tous les nouveaux arrivants, c'est pas la seule raison, mais tous les nouveaux arrivants doivent fréquenter l'école francophone. Donc, c'est une énorme pression déjà sur le réseau. On doit assurer des services de francisation. On doit assurer aussi toutes sortes de services à ces enfants qui ont des fois des parcours migratoires assez particuliers. Donc, il y a ça déjà de un. Ensuite, il y a tous les enjeux de pauvreté qui ont augmenté. Dans les familles, qui engendrent aussi beaucoup de besoins et de ressources dans nos écoles supplémentaires. Et il y a le coût de la vie en général qui a augmenté partout. Donc, tous les fournisseurs avec qui l'école fait affaire, ça coûte le double, le triple du prix. Je vous donne un exemple super simple. Avant, j'allais au Biodôme avec mes élèves. L'autobus, ça me coûtait 350 $. J'ai fait une demande cette année, c'était 925 $. Là, oui, en un pour an, le même trajet, là. Donc, je comprends pas. J'ai essayé d'avoir des justifications. Ils m'ont dit que, bon, c'est l'essence et tout. Oui. Ben oui, mais attends une minute, là. Mais la pénurie de personnel, la pénurie, je te jure. Donc, ça, c'est un micro-exemple. Mais j'imagine, moi, c'est pas moi qui fais les budgets dans les écoles, puis je voudrais pas être à leur place parce que, tu sais, c'est les directions dans les écoles qui mangent les pots, mais c'est pas eux qui décident des montants qu'ils reçoivent. Donc, je voudrais pas être à leur place en ce moment puis me demander, où est-ce que je vais couper quand déjà, comme je disais tantôt, le frigo, il est vide, là. Mais fait que, tu sais, puis, je veux dire, l'augmentation dont vous parlez, le passé de 300 quelques à 900 quelques, là, c'est en l'espace d'un an. Par exemple, en 2023, ça vous coûtait 300 $ de transport. En 2023, c'est la dernière fois que je suis allée. Puis ça m'avait coûté autour de 350 $. Donc, cette année, ça vous aurait coûté dans 900. la société. Je suis pas allée parce que je trouvais ça complètement déraisonnable. Puis de toute façon, on n'a pas... Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu fais... Comme là, je te donne un micro-exemple, comme je t'ai dit, mais si tu fais une accumulation de tout ce qui est offre alimentaire, offre de services, tout faire... Écoute, je te le dis, là, c'est capoté. Là. Juste exemple, refaire mettre du paillis dans la cour d'école, c'est rendu des prix qui ont même pas de bon sens. Fait que, tu sais, chaque petite affaire dans la société est rendue tellement chère, puis c'est à l'image de ce qu'on paye à l'épicerie, nous, puis l'essence, puis tout est rendu cher partout. Ce sera quoi les solutions pour que ce soit vous, Isabelle Lemieux, ou David Bolt, président de la Fédération des établissements d'enseignement privé? Ce sera quoi les solutions pour qu'on puisse avoir la prochaine année scolaire un peu agréable pour les professeurs, pour les élèves, pour les parents? Comment on s'en sort avec l'argent qui nous reste? Ben, ce que je peux vous dire, c'est que si j'étais au gouvernement, je raviserais, je changerais cette décision-là. Il faut réduire ces coupures-là. Ça n'a juste aucun bon sens. Un réseau scolaire qui commande des excellentes enseignantes, des excellents orthopédagogues dans nos écoles. Le réseau scolaire commençait à s'améliorer. On commence à offrir des conditions un peu plus intéressantes. C'est pas le temps de venir couper en éducation. On comprend qu'il y a un déficit important au gouvernement, mais comme j'ai dit tantôt, c'est un investissement qu'on fait en éducation. C'est pas une dépense pure. Ça vous fait réagir aussi, Isabelle Lemieux? Bien, c'est sûr, parce qu'en fait, le gouvernement, c'est comme le budget dans une famille. Fait que, tu sais, ils ont un gros budget à gérer. Puis après ça, ils doivent voir où est-ce qu'ils mettent leurs priorités. L'éducation, c'est le pain puis c'est le beurre. OK? C'est la base. L'éducation, la santé, c'est le pain, c'est le lait, c'est le beurre. On peut pas, là, couper là. Tu sais, c'est pas comme... Donc, faut vraiment vérifier avant. Est-ce que dans notre frigo, là, il y a de la terrine de canard? Est-ce qu'on peut couper ailleurs avant de couper dans l'éducation et la santé? Je sais pas, là, mais c'est comme un non-sens, là, en ce moment. L'immigration sur le texto revient beaucoup. Au 187 Cube Radio, il y en a qui disent on veut la francisation de l'immigration, mais c'est comme si on n'a pas les moyens d'y arriver à ce qu'on aimerait atteindre. Ben, puis tu sais, tantôt, la maman, je comprends, puis je l'entends souvent, ce parallèle-là, excusez, entre les centres de services scolaires francophones et anglophones.
sais, je veux juste remettre les pendules à l'heure. On a les mêmes formations, on a le même baccalauréat, les profs, on a les mêmes règles. La différence, c'est que le système francophone en ce moment croule sous la pression. On a tellement d'élèves qui sont arrivés avec des grands besoins. Je le vis au quotidien, là. Vraiment, c'est pas facile. Puis, tu sais, même chose tantôt, l'enveloppe qui est allée à sa petite fille pour les besoins particuliers, je la rassure, c'est pas aller sur refaire le plancher du gymnase, là, ces sous-là, mais c'est des sous qu'ils reçoivent dans les écoles pour le support aux élèves qui ont des besoins. Donc, c'est sûr que l'élève qui est en crise puis qui se désorganise, il va recevoir du support avant l'enfant, effectivement, qui est intériorisé puis qui vit une surcharge sensorielle. Parce qu'en ce moment, c'est comme si on y va avec les urgences, tu comprends? Parce que les ressources sont trop limitées. Mais je comprends tout à fait la maman. Je voudrais juste aussi au niveau, je comprends que l'immigration ajoute une pression. Là, je voudrais éviter par contre les diversions. Là, je pense que les déficits d'infrastructure, les enfants qui sont présentement sur nos bancs d'école, ce sont des enfants québécoises et québécois tous et toutes. On est capable de prévoir combien il y a d'élèves qui rentrent dans nos écoles. Le fait que les bâtiments n'ont pas été rénovés, qu'on n'a pas assez de classes, qu'il manque de main-d'œuvre, je pense que tout ça était jusqu'à un certain point prévisible. Là, ce qui est important de faire, c'est d'investir pour être capable d'enseigner à ces jeunes-là pour qu'on puisse les éduquer, pour qu'ils puissent réussir dans nos écoles, tous et toutes, contribuer à la société et à l'économie par la suite. Donc, d'arriver maintenant à la fin d'un mois de juin puis de décider qu'il y a une coupure là, de l'équivalent de presque $1 milliard puis de dire « Ah oui, il y a de l'immigration », je pense que le problème il est plus gros que ça, puis qu'il faut juste investir pour être capable de pas voir juste le budget de cette année puis à court terme, voir à long terme, ce sont nos futurs travailleurs. On a de la misère avec ça, le long terme ici. David Bose, président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. On vous souhaite un bel été malgré tout. J'espère que vous pourrez en profiter. Même chose pour Isabelle Lemieux, enseignante et orthopédagogue depuis une 20aine d'années, déjà fondatrice de l'entreprise Classe Avatar. Merci pour vos interventions. Isabelle Lemieux, Classe Avatar sur Facebook. Merci beaucoup, Isabelle. Audrey, maman de 3 jeunes filles, on vous souhaite aussi une belle fin d'année scolaire. On vous envoie des ondes positives. Merci pour votre grande générosité. Isabelle, oui. Si je pourrais rajouter, là, il y a juste une chose que vraiment là, je voudrais que le gouvernement entende. Là. C'est que comme avec Sarah, là, cette année, là, quand elle va rentrer en maternelle, là, elle, là, c'est sa dernière chance de pouvoir faire partie de la société. L'école, là, c'est ce qui va faire en sorte, si oui ou non, elle va pouvoir un jour faire partie de la société de manière normale. Puis là, j'ai l'impression qu'on vient d'y enlever toute possibilité d'être avec tout le monde quand elle va être adulte. Audrey, j'espère que votre cri du cœur est entendu ce matin par les élus. On vous envoie des ondes positives pour la suite, mais surtout, merci de votre générosité ce matin.